cette masterclass relation client. Bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui regarderont en replay et puis aux personnes qui sont présentes. J'ai marqué partie 1 parce qu'on va faire une première partie aujourd'hui qui est plus sur l'approche, comment on va aborder les gens, les prospects, les clients, les gens qu'on croise dans les réseaux professionnels. Et puis, il y a une deuxième partie qui est prévue, je vous le redirai, le 6 avril, c'est un jeudi à midi, où là, on sera plus sur la partie, une fois que j'ai fait ce premier contact et que j'ai envie de rentrer en commerce, on va dire, avec cet interlocuteur, comment je me sens à l'aise aussi pour défendre mon prix, parce que souvent, j'ai une presta à proposer. Et là, on n'est pas toujours très à l'aise non plus pour dire, il va falloir payer. Et pourtant, c'est bien normal. Voilà, mais là, aujourd'hui, on va se focaliser plutôt sur la partie de première approche pour créer justement un climat qui va être favorable à ça, sur la partie donc là de comment je vais aborder des prospects, des gens que je croise. Alors, j'ai dit 1 heure, oui, en gros, présentation, mais c'est surtout ce qui va faire la durée, c'est si on a des échanges à la fin, des questions, des réponses, parce que c'est ça qui est super intéressant, c'est de pouvoir échanger et de répondre aux questions que vous posez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors très rapidement, moi effectivement, mon métier aujourd'hui, c'est d'être j'arrive même plus à le dire, voilà, j'en bafouille, mentor en technique de vente et relations clients, c'est vraiment d'accompagner les gens pour aller vers cette relation client qui n'est pas forcément que de la vente. Et je travaille finalement peu avec des commerciaux, des vendeurs. Je travaille de plus en plus avec des profils techniques qui sont soit des salariés, mais plutôt de profils ingénieurs. Et puis aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont plusieurs casquettes sur la tête, dont celle de devoir vendre leurs produits et services, alors que ce n'est pas forcément le truc qu'ils préfèrent. Ils ont une passion, ils ont des savoir-faire, ils ont des belles expertises, mais ça ne suffit pas pour les vendre facilement. Et j'ai créé donc Business & You en 2017, voilà, qui est à l'écoute de ces entreprises. Alors, sur cette notion d'aborder les gens, de comment on va pouvoir entrer en contact, eh bien, la première chose, ça va être vraiment sur la posture. Ça va vraiment être là que ça va se jouer. On parle souvent de cette histoire de première impression et de comment je fais une bonne première impression. Évidemment, là, on va penser aussi à comment je suis souriante ou pas, comment je suis habillée, qu'est-ce que je vais raconter, etc. Ça, c'est vraiment les réflexes qu'on a souvent et tant mieux, c'est des bonnes petites questions à se poser avant d'aller à un rendez-vous, à un événement pro, à une rencontre avec un prospect. Il y a autre chose qui va être important là, c'est vraiment dans quel état d'esprit je vais y aller. Et là, il y a plusieurs choses qui me viennent, moi, en tête quand je dis ça. C'est déjà de me sentir bien, c'est-à-dire de me sentir légitime. Alors ça, c'est un travail de développement personnel, c'est moi, ma partie à moi, mais d'être convaincue que notre rôle en tant qu'entrepreneur, là, même si on a des choses à vendre, même si on va demander de l'argent contre notre expertise, c'est qu'on est là pour rendre service. C'est-à-dire que notre service, notre produit, il va apporter quelque chose à notre interlocuteur. Donc, ça va pardon, j'ai eu envie de lire le message, mais effectivement, c'est une bonne question, Brice. La façon dont on va y aller, tu vois, tu me parles de ton positionnement, de l'aura. Peut-être que tu veux dire quelque chose comme du charisme, peut-être aussi. Parce que les gens ont l'impression que ça, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire que normalement, soit on est quelqu'un de charismatique, soit on ne l'est pas. Et qu'il faut faire avec. Et ça, déjà, c'est une belle croyance limitante. Et c'est quelque chose qu'on peut s'enlever tout de suite de la tête parce que c'est aussi des choses qui s'apprennent et qui sont finalement très dans la technique, qu'on peut compenser autrement. Donc, c'est pas est-ce que je présente bien, c'est aussi comment je me sens dans ma tête et comment je vais pouvoir aussi influencer ça. Moi, je vous conseille un très bon
un très bon TED Talk, si vous connaissez ça. Alors, j'écris dans le chat en même temps, mais de Amy Cuddy sur la posture, justement, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on ne va pas le détailler trop, mais sur comment notre posture va renvoyer une image plus positive aux personnes qui sont en face de nous, pour donner vraiment cette idée d'aura, hein, de charisme, mais qu'en même temps, ça va agir sur comment nous, on va se sentir nous-mêmes et on va se sentir beaucoup plus en confiance là-dessus. Parce que la première chose, le premier enjeu qu'on a, c'est effectivement de se dire qu'il faut qu'on inspire confiance à la personne en face de nous. Et pour ça, c'est essentiel de renvoyer cette bonne image. Moi, ce que je vais vous dire là, c'est que cette bonne posture, elle va commencer par un point essentiel qui n'est pas lié du tout à comment vous êtes habillé ou à votre charisme ou à quoi que ce soit, c'est de s'intéresser aux autres. Ça, c'est le premier point fondateur, en fait, d'une super relation à autrui. Alors, relation client, bien sûr, mais de la relation aux autres d'une manière générale. C'est de s'intéresser à eux. Vous avez peut-être entendu parler d'un livre, alors j'aime pas du tout le titre et la traduction française parce que je trouve qu'il ne reflète pas la qualité de l'ouvrage, mais c'est le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est justement sur comment en fait avoir des super relations de confiance, de sincérité, qui tiennent durables dans le temps, quelles que soient les épreuves, aussi bien à titre perso que à titre professionnel. Et son premier principe, c'est ça. C'est intéresse-toi aux autres, pose-leur des questions sur eux, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils aiment, sur qui ils sont. Et il y a aussi une super phrase de Theodore Roosevelt. Alors, elle sonne beaucoup mieux en anglais. Je suis désolée, j'essaierai de vous la traduire le mieux possible. Mais cette phrase, je l'adore, c'est Nobody cares how much you know until they know how much you care. Personne ne s'intéresse à ce que tu sais tant qu'ils ne savent pas à quel point tu t'intéresses à eux. Je le redis. Personne ne s'intéresse à ce que tu sais tant qu'ils ne savent pas à quel point tu t'intéresses à eux. Donc, en fait, le truc qui va vraiment déclencher l'attention de l'autre, qui va faire qu'il aura envie de vous écouter, c'est si vous lui posez des questions sur lui, sur ce qu'il fait, si vous vous intéressez à lui. J'insiste vraiment sur ce point parce que c'est vraiment ce qui va créer le lien et qui va activer un principe fort, en fait, de réciprocité, parce que c'est très, très rare que ça ne marche pas. La plupart des gens, 9 sur 10, vont à un moment donné se dire, bon, ok, il s'est intéressé à moi, il m'a posé des questions, maintenant, j'ai envie d'en savoir plus sur lui ou sur elle. Donc ça, c'est la première clé sur cette création de liens, sur cet engagement de la discussion, c'est de toujours commencer par s'intéresser aux autres. Alors, je dis bonjour en même temps à Corinne qui vient d'arriver. Désolée. Non, mais je t'en prie, Corinne, sois la bienvenue. On est en train de parler justement de cette posture pour déclencher de l'engagement, de la confiance et du lien avec notre interlocuteur. Tiens, j'ai envie de dire justement là, sur ça, je veux bien voir dans le chat, comme ça vous fait participer aussi. Moi, j'adore ça. Quelles sont les questions, si vous en avez, des questions types que vous avez l'habitude de poser quand vous arrivez chez un prospect, chez un client ou quand vous êtes dans une réunion réseau. Charlotte, d'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion parce que je ne vous ai pas demandé dans quelle… je ne me souviens pas dans quelle branche d'activité vous êtes, dans quel secteur d'activité. Alors, Brice, je le sais, c'est la restauration. Et puis, Corinne, on est sur de l'imprimerie. Tout le monde ait le même niveau d'information. Et, ah oui, assistante virtuelle, exact. L'administratif, tout ce que j'adore. OK. Donc, quand vous êtes en contact avec quelqu'un pour la première fois, quelles sont les questions c'est pour ça que vous avez du travail, Charlotte. Il y a plein de gens comme moi qui n'aiment pas l'administratif. Quelles sont les questions types que vous pouvez poser pour engager cette conversation, pour créer du lien avec les autres?
Alors, vous pouvez soit l'écrire, mais vous pouvez ouvrir votre micro aussi. On n'est pas très, très nombreux ce soir. Après, créer du lien, moi, pour le coup, en fait, généralement, c'est plus via les réseaux sociaux ou via mon D'accord. réseau, donc Ouais. que j'ai pu obtenir des clients. Donc, en fait, ça s'est vraiment fait, pour le coup, naturellement. Sinon, voilà, quand je connais pas forcément le prospect, après, c'est vrai que généralement, les prospects pour lesquels ça s'est converti en client, c'est des personnes que je suivais ou j'interagissais un peu sur leur post. Donc, je pense que voilà, ça rejoint ce que vous disiez dans le sens où ils voyaient voilà, que je leur portais de l'intérêt et que je m'intéressais à eux. Donc, voilà. Effectivement, sur les réseaux sociaux, ça va être par le commentaire, par l'interaction qu'on va avoir avec les gens, peut-être aussi justement des questions sur leur activité, sur leurs difficultés, les trucs qui les gratouillent, non? Oui, aussi, entre autres. Ça marche très bien les trucs qui gratouillent, en fait, d'aller trouver justement des choses voilà, qui les embêtent, hein, qui leur pèsent dans leur quotidien. Et Brice, oui, j'aime bien aussi cette idée, effectivement, de dire j'observe. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Et je te donnerai peut-être des clés supplémentaires sur ce sujet-là aussi, sur comment on observe et comment on peut s'adapter plus facilement derrière à notre interlocuteur. Mais là, effectivement, on est sur une bonne piste. Alors, si on reprend là, parce que j'essayais de vous voir aussi. Ah mince, ça ne m'a pas gardé. Pardon, ça ne m'a pas gardé la page, c'est embêtant. Hop. Alors effectivement, je suis allée trop vite, mais je dis souris parce que c'est tellement plus agréable en fait quand les gens sont avenants et agréables en face de nous. D'une manière générale, l'idée c'est pas de sourire bêtement, c'est pas non plus d'avoir un sourire commercial, c'est d'avoir une attitude ouverte. C'est plus ça que ça traduit parce qu'il y a des gens qui sont naturellement très très souriants. C'est le cas des gens qui sont parmi nous. Et voilà, c'est la première chose que j'ai dit à Charlotte quand elle est arrivée. C'est agréable de voir des visages, de voir des sourires. Mais il y a des gens qui sont d'un naturel peut-être moins souriants, c'est pas leur pratique, voilà, donc ça sert à rien de se forcer non plus. Le tout, c'est d'avoir un visage avenant, ouvert, et effectivement de pas être en mode fermé et qui va rebuter, hein, refroidir notre interlocuteur. C'est exactement ça, Brice. On fera un petit focus sur le langage corporel parce que c'est super intéressant aussi dans cette interaction. Donc, effectivement, avoir une attitude positive parce qu'on est toujours plus disposé à écouter quelqu'un qui nous sourit, qui est agréable, qui nous a dit bonjour, que quelqu'un qui nous fait la tête. Hein. Ça, c'est bien évident. Et puis, un point qui est aussi très, très simple, hein, très, très bateau. Mais alors, moi, pour ceux qui ne connaissent pas, j'aime bien les techniques très simples, mais qui sont hyper efficaces. Et il y a une chose qui paraît évidente, mais qu'on oublie parfois, c'est d'écouter l'autre vraiment, sincèrement, activement. Hein, on parle beaucoup d'écoute active. Et super truc que j'adore qui dit, on a deux oreilles et une seule bouche. Donc logiquement, on devrait écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Il y a plein de gens qui en fait n'écoutent pas vraiment. C'est-à-dire que même quand ils posent des questions, et ça on reviendra sur cette notion de questionnement la prochaine fois, même quand ils posent des questions, ils sont dans le j'écoute vaguement, mais je suis prêt à répondre. Alors que la vraie bonne attitude là, c'est d'écouter pour comprendre. Et on va enchaîner avec ça juste derrière là, sur justement comment on communique avec l'autre et comment on se comprend. On ne se comprend pas, partiellement en tout cas. Et donc là, c'est vraiment un switch à avoir, là, une sorte de switch, pardon, de se dire, OK, je n'écoute pas juste pour pouvoir balancer ma réponse, j'écoute pour vraiment comprendre ce qu'il a envie de me dire et adapter, ce que disait Brice dans le chat tout à l'heure, hein, adapter mon comportement, adapter ma réponse à ce que lui m'aura dit. Là, on va être beaucoup plus efficace parce que l'autre, il se sent vraiment concerné. Quoi. Il se sent vraiment qu'on a pris la peine, hein,
de l'écouter, de le comprendre et d'essayer d'avoir une réponse qui va être totalement personnalisée. Ça, c'est le truc qui fonctionne le mieux par rapport à nos relations humaines. Je vous ai dit qu'effectivement, ça se jouait beaucoup sur cette communication, sur le fait qu'on se comprenne ou on ne se comprenne pas. Et ça, c'est parce que quand on communique avec quelqu'un, ça se passe à peu près comme ça. Il y a un émetteur. Là, tout de suite, c'est moi qui suis en train de parler, donc c'est moi l'émetteur. Sauf que déjà, entre ce que j'ai envie de dire et ce qui sort de ma bouche, on est peut-être à 90% bon. Mais on n'est pas dans la totale précision de mon idée de départ qui a germé dans mon cerveau. Et puis, il y a cette histoire de codage, c'est-à-dire que moi, j'ai transformé ma pensée avec mon éducation, avec mon vocabulaire, avec ma façon de penser, mes croyances, euh, peut-être aussi mon humeur du jour, si voilà, j'ai passé une bonne journée ou une mauvaise journée. Et puis en face, ben, vous, là, tout de suite, vous décodez ça, les récepteurs, là, avec votre éducation, votre vocabulaire, vos croyances, votre humeur du moment aussi, plein de choses, en fait, qui sont forcément différentes. Donc, on voit bien qu'entre l'idée qui est partie de mon cerveau et l'analyse que vous en avez faite en face, il peut y avoir tout un tas de bruits, en fait, au milieu, qui viennent perturber cette communication. Donc, on part du principe que bah, c'est facile, je parle, vous m'écoutez, quand vous parlez, je vous écoute et qu'on a bien compris tout. Bah non. Dans plein de cas, on va arriver à des malentendus ou des imprécisions parce qu'il y aura eu ces phénomènes de codage et de décodage. Et que pour éviter ça au maximum, il faut aller chercher du feedback. Le feedback, je vais pouvoir l'avoir justement par le questionnement, en m'assurant que la personne, elle a bien compris exactement ce que je voulais, ou en faisant de la reformulation pour être sûr que moi aussi, j'ai bien compris ce que l'autre a voulu me dire. Donc ça, c'est le principe de base, c'est de ne pas prendre pour acquis l'information qu'on a comprise, parce que peut-être que, en fait, bah, c'est pas tout à fait ce que l'autre a voulu nous dire, ou peut-être que l'autre n'a pas tout à fait compris ce que nous, on voulait dire. Donc ça, c'est important d'aller chercher ce feedback au fur et à mesure parce que, vous savez, c'est un peu comme ces jeux-là où on se relaie une information à plein de personnes. Et ben, quand on arrive à la 10e, l'information elle est de plus en plus déformée. Et ben, si on attend trop longtemps, c'est pareil, notre discussion elle est de plus en plus floue. Donc c'est important d'aller chercher du feedback régulier. On reviendra sur les bruits après. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est ce que Brice nous parlait tout à l'heure du non-verbal, en fait, de notre langage corporel. Effectivement, en plus, qui va ajouter de la difficulté à notre communication là et qui va demander effectivement d'autant plus de feedback, c'est qu'on va avoir plusieurs couches d'informations. On a une première couche de communication qui est la dimension verbale. On a ensuite du non-verbal et une dimension paraverbale. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Verbal, je ne fais pas durer le suspense, on est d'accord, c'est les mots, c'est ce que les mots qu'on dit, les mots qu'on entend, éventuellement ça peut être à l'écrit, là on est plutôt sur de la communication orale, mais en tout cas c'est le discours, le contenu. Tout à l'heure, Brice, tu me parlais de langage corporel, ça c'est la partie non verbale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans d'intéressant? C'est quoi les éléments de ce langage corporel? Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? C'est une question que tu me poses à moi direct, là? À tout le monde, mais à toi en particulier, parce que c'est toi qui l'as évoqué, mais Charlotte peut répondre aussi. Beaucoup en rapport avec la gestuelle et la posture. Ouais, Avec ok. le fameux jambes croisées, bras croisés, les mains dans les poches, ceux qui se tiennent droit, etc., déjà. Voilà, Ouais. et au fur et à mesure de la discussion, l'évolution de ces gestes-là aussi. Du coup, les gens qui s'ouvrent, qui se ferment, qui ont des petits tics de malaise, etc. Voilà. Alors, tiens, c'est ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a cette notion de, effectivement, la photo à l'instant T, et puis il y a comment ça évolue aussi au fur et à mesure de la discussion. Les deux sont intéressants, parce que ça peut évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais. Donc, on est d'accord. La gestuelle,
Alors moi, je bouge beaucoup les mains. Je pense que ça se voit même en visio. Ça, c'est vraiment lié aux personnalités. Il y a des gens qui sont beaucoup plus statiques, qui bougent beaucoup moins. Les gestes, ils sont intéressants pour venir appuyer le discours, pour lui donner du poids, pour le renforcer. Quand on bouge trop, ça perturbe le regard et ça perd l'attention des gens. Donc, c'est toujours de trouver la bonne mesure. Le geste, il peut être aussi hyper parasite quand il est de l'ordre du tic. C'est-à-dire que on voit des fois des femmes qui vont jouer avec leurs mèches comme ça, de manière très, très régulière. Il y a un moment où on focalise notre attention là-dessus et on écoute plus ce que la personne dit. Les messieurs, eux, des fois, ils ont une barbe, ils aiment bien faire comme ça. Vous voyez qu'on ne comprend plus rien de ce que je dis. Je ne dis pas ça pour toi, Brice, mais c'est quelque chose que j'observe assez régulièrement. Voilà. Donc, et puis les gestes, tu as parlé de nervosité aussi. Hein, quand on a un stylo qui fait clic, 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 là, ça c'est très pénible aussi. Ou il y en a qui se tordent les doigts, enfin voilà, on voit la nervosité qui se traduit comme ça. Charlotte, j'ai vu aussi dans le chat, elle nous a marqué le regard. Ça, c'est intéressant aussi, cette notion de regard. Est-ce que je regarde les gens? Est-ce que j'ai le regard fuyant? Est-ce que j'ai des mimiques aussi avec mon regard, hein? Je peux froncer les sourcils, hausser les yeux au ciel, voilà, des choses comme ça qui peuvent trahir un petit peu mon émotion du moment, qui peuvent être aussi très dérangeants pour la personne en face. Vous m'avez parlé aussi de posture, ça on est d'accord. Moi, je ne suis pas forcément contre le fait de croiser les bras. Alors là, on ne voit pas très bien parce que je ne suis pas dans le bon axe. Mais en fait, le problème de croiser les bras, c'est si je me tiens comme ça. Là. C'est si je rentre tout, on ne voit plus mes mains. Ça, là, je suis vraiment fermée, en fait. La plupart des gens vont, alors je n'irai même pas, mais la plupart des gens voilà, vont croiser les bras en montrant une seule main. Moi, souvent, j'ai un croisement de bras qui est un peu plus relâche comme ça, avec les deux mains visibles. Ça, c'est un vrai critère, c'est-à-dire que la confiance, elle passe aussi beaucoup par les mains et que tous les gens qui vont cacher leurs mains vont inspirer moins confiance que d'autres. Vous voyez, donc ça peut être un truc intéressant de se dire, est-ce que mes mains sont bien sur la table, sont bien devant moi, je n'ai pas les mains dans le dos quand je suis debout parce que je suis stressée, je ne les cache pas dans les poches. Voilà. Donc d'avoir les mains visibles, ça va être quelque chose qui peut aider à donner aussi un côté naturel et confiance à l'autre. Tu m'as dit aussi se tenir droit. Ben ça, je vous invite toujours à aller voir le TED Talk de Amy Cuddy. Vous verrez que c'est important pour l'image qu'on renvoie, la crédibilité qu'on renvoie aux autres, mais aussi pour comment on va se sentir nous, parce que ce côté posture un peu, un peu plus sûr de soi, en tout cas qui donne une information de un peu plus sûr de soi, ça envoie aussi des bonnes hormones dans notre cerveau, c'est-à-dire que ça va déclencher plutôt de l'adrénaline, qui est l'hormone qui donne du courage, hein, qui fait passer à l'action, et ça va descendre le cortisol, donc on va se sentir moins stressé. Donc, vous voyez que ça a aussi un effet positif sur nous, et elle explique ça très bien dans une expérience qu'elle a faite et qu'elle relate dans le TED Talk qu'on peut trouver sur YouTube très facilement. Les jambes croisées, les bras croisés, c'est ce que je disais, hein, Brice, c'est pas forcément négatif, tu as totalement raison. Ça dépend surtout si on est, c'est un ensemble en fait. C'est est-ce que je suis vraiment bloquée dans ma position ou est-ce que c'est parce que je suis détendue et que je t'écoute et que je suis vraiment avec toi, donc j'ai pris une position confortable pour mieux t'écouter. Moi, je trouve que ça peut être aussi tout à fait positif. Qu'est-ce que j'ai oublié d'évoquer? Ah oui, les expressions faciales, on en a parlé. Le regard, on en a parlé. Attention sur le regard au niveau international, ce n'est pas forcément votre cas, mais il y a des pays où regarder les gens dans les yeux est très malvenu, c'est-à-dire que c'est un peu comme du manque de respect. Donc voilà, dans certains pays d'Afrique, en Asie, on va faire attention sur le regard. En France, on est plutôt sur regarde-moi quand je te parle. C'est une façon de montrer qu'on est présent. La distance aussi, hein, c'est intéressant à analyser. Les gens qui se tiennent trop près, c'est pénible quand ils sont dans nos zones de confort. S'ils se tiennent très loin aussi, on se dit, bah mince, il n'est pas chaleureux. Donc là aussi, il y a un truc à jauger en fonction de notre interlocuteur.
Et alors, il reste cette dimension paraverbale. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Quelqu'un a une idée? On a évoqué les mots, on a évoqué tout ce qui se voit. Ah, j'ai un truc dans le chat. Hop. Ah non, c'est Cohen qui s'excuse, mais pas de problème, on a compris la connexion, ça arrive, les soucis techniques. Une idée sur mon paraverbal? Oui, oui, oui. Hop. Les sons, oui. C'est un peu ça, Charlotte, c'est effectivement tout ce qui va s'entendre. Donc, ça va être le ton, l'intonation qu'on met, le rythme. Est-ce que j'ai un ton monocorde comme ça qui ennuie tout le monde? Ou est-ce qu'il va y avoir des variations qui vont faire que ça va devenir un peu plus vivant? Que je ne suis pas en train de crier dans les oreilles, mais que je ne suis pas non plus en train de parler, chuchoter, voilà, que ça devienne inconfortable. Enfin, toutes ces choses qui vont donner le ton, bien sûr aussi, hein, si j'ai un ton énervé ou si j'ai un ton avenant, ça va s'entendre en fait dans la voix. Ce qui est intéressant de comprendre là, sur ces dimensions-là, c'est que le langage corporel et enfin ce non-verbal et aussi le paraverbal, mais surtout le non-verbal, vont venir vraiment renforcer mon discours. C'est-à-dire que le même discours qui est fait d'une manière plate, monotone, avec quelqu'un qui se tient avachi comme ça, qui n'a pas l'air d'être présent et qui donne l'impression de s'en foutre, excusez-moi pour le langage, mais c'est un peu l'idée que ça renvoie. Et le même discours qui va être fait par quelqu'un qui se tient droit, qui met de l'énergie, qui met la bonne intonation, et ben forcément, ça ne va pas avoir le même pouvoir de conviction. Donc, évidemment que le discours a de l'importance, évidemment que ce qu'on va dire va être important pour les gens, mais plus que ça, ce qui va vraiment primer, c'est comment je vais le dire, comment je vais me comporter, comment je vais être ouvert à la discussion et donner cette impression que la personne peut me faire confiance. Donc, je m'intéresse à lui et j'essaie d'avoir une posture super ouverte. Ça va vraiment favoriser ma communication avec l'autre. Alors, tout à l'heure, on a quand même évoqué cette notion de bruit qui va venir au milieu, hein, les biais de communication. Il y en a deux, trois là que j'ai listés qui sont les plus communs, hein, les plus basiques. Alors ça, c'est vraiment un truc affreux, c'est-à-dire que, enfin moi je trouve ça affreux, c'est qu'on est des gens éduqués, évolués, intelligents, et malgré tout, on se laisse prendre par des comportements réflexes. C'est des pensées qu'on ne maîtrise pas, qui nous arrivent comme ça dans notre tête, et on va se laisser complètement, complètement non, mais en tout cas en première instance, on va se laisser faire, se laisser avoir, hein, se faire avoir par des pensées comme ça totalement réflexes. Alors évidemment, avec un peu de travail, on apprend à les déjouer, mais on va voir par exemple les biais de généralisation. Un exemple de biais de généralisation, moi, je suis à moitié italienne, on va dire les Italiens. Comme ça, dans notre croyance, dans notre façon de voir les choses, on va se dire, les Italiens, ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui font de grands gestes, qui sont assez tactiles, hein, qui aiment bien attraper par l'épaule, être très proches, etc. Oui, il y a plein d'Italiens qui sont comme ça. Et par généralisation, on pourrait croire qu'ils sont tous comme ça. Sauf que c'est pas vrai, parce que même en Italie, il y a des gens qui sont timides, qui parlent bas, qui parlent doucement, qui parlent pas beaucoup, qui n'aiment pas qu'on les tripote. Et c'est bien normal, chacun sa personnalité. D'accord? Donc ça, c'est une façon de généraliser. Un autre exemple que j'aime bien donner, c'est, je sais pas, un jour, vous avez croisé une Samantha, je prends le prénom au hasard, une Samantha qui était vraiment pénible, quoi. Vraiment, à vous casser les pieds, cette Samantha, quand vous étiez petite à l'école, ou j'en sais rien. Et forcément, dans notre tête, chaque fois qu'on va croiser une Samantha, on va avoir un premier réflexe qui va être de dire oh, j'ai pas envie de la rencontrer. Enfin, voilà, ça va être pénible. Alors que c'est idiot, elle y est pour rien, cette Samantha-là, d'accord? Mais on a ce truc-là dans notre tête, comme si un jour on a une fille, et il y a des chances pour qu'on l'appelle pas Samantha, quoi, parce que ça nous a marqué, parce qu'on a ce réflexe bête de généralisation. Donc ça, il faut apprendre à les combattre, hein, en fait, ces biais-là. Mais c'est notre nature humaine, on va être comme ça. Deuxième qui est intéressant, c'est biais de confirmation. Je me suis mis une idée dans la tête, et de toute façon, quelle que soit l'information, comment on voit, je vais me débrouiller,
tout cas, mon cerveau va se débrouiller pour me faire croire que j'ai raison. Bah oui, c'est pratique. Hein. Donc là, je sais pas, je vais regarder par la fenêtre, il y a un parking, je vois 3 voitures rouges et je me dis, ah bah dis donc, en ce moment, il n'y a que des voitures rouges. Hein, c'est ce qu'on voit le plus dans la rue. Une fois que je me suis mis ça dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je me balade dans la rue, chaque fois que je vais croiser des voitures rouges, je vais me dire, ah bah tu vois, encore une, puis encore une, puis encore une. Mais entre-temps, il y en a peut-être 5 bleues, 3 vertes et 5 jaunes qui sont passées. J'y ai même pas fait attention. D'accord? Ça, c'est vraiment, j'ai envie de croire ce que j'ai envie de croire. Et puis, bien sûr, là aussi, si on va sur de l'international, là, on complique encore les choses hein, parce qu'on a aussi des différences de culture. Mais même en France, hein, parce que suivant déjà peut-être la région où on est né, notre culture, notre religion, notre environnement, notre milieu social, on peut avoir des façons de penser qui sont complètement différentes. Évidemment, un peu moins que si je suis née au Népal et l'autre à New York, hein, mais néanmoins, on va avoir des différences comme ça par rapport à notre éducation. Donc ça, c'est super important en fait de décoder ces choses-là pour pouvoir après faire ce que tu disais, Brice, en tout début, c'est comment je vais essayer d'aller me synchroniser, m'adapter à mon interlocuteur. Ça, c'est la troisième partie de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ah oui, juste avant quand même. J'ai une petite actualité quand même, et pas une petite, je ne devrais pas dire petite, mais je lance une formation digitale. Alors ça, c'est mon actu, évidemment, j'en profite pour vous le dire, avec des capsules vidéo, avec des fiches mémo, des quiz, des choses comme ça. Corinne a déjà accès à une version bêta de cette formation, donc peut-être que si vous avez des questions, vous pourrez les lui poser directement. Je ne sais pas si elle a eu le temps de commencer ou pas. L'idée, voilà, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs. Donc, si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ça, et ben voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir, enfin, ça va sortir le 24 avril. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais je vous en reparlerai après si ça vous intéresse. Et là, oui, il y a un bonus offert jusqu'à dimanche. Mais on en reparlera à la fin pour seulement si ça vous intéresse ou si vous pensez à des gens que ça peut intéresser. Parce que là, je ne veux pas qu'on perde notre fil. Ce qui est intéressant, c'est d'aller effectivement, une fois qu'on a compris comment marche la communication, hein, je m'intéresse à l'autre, je lui pose des questions, j'entame la discussion, je fais attention d'avoir un comportement ouvert et qui lui inspire confiance. Mais j'essaie aussi de comprendre comment lui, il fonctionne pour pouvoir me synchroniser. Ça, c'est vraiment le principe. Hein. Notre démarche, c'est OK, déjà, j'essaie de comprendre comment moi, je fonctionne. Ensuite, j'essaie d'analyser comment l'autre fonctionne. Et après, j'essaie de m'adapter. Parce que, toujours avec nos biais de généralisation, là, on a un peu tendance à croire que les autres, ils fonctionnent comme nous. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas comme les autres. Et tant mieux. Je trouve que c'est bien qu'on ait chacun notre personnalité, nos bonnes pratiques et peut-être d'autres qui sont moins bonnes, mais en tout cas nos aspérités qui font qu'on est chacun unique et qu'on a une singularité qui nous distingue. Mais c'est intéressant de savoir, OK, moi, comment je me comporte, comment peut-être c'est perçu par les autres aussi, et que ça puisse être perçu différemment de ce que moi, j'ai l'intention de faire. Ensuite, effectivement, c'est de se dire, tiens, l'autre en face de moi, il ne se comporte pas de la même manière. Il n'est pas pareil, il ne réagit pas comme je pense, il y a des différences. Et là, on est encore dans cette idée de ne pas aller dans le jugement. Ça, c'est la facilité. Là aussi, on est sur de la pensée automatique, hein, des réflexes qu'on a, de se dire, je sais pas, non, s'il ne pense pas comme moi, c'est qu'il a tort. S'il ne pense pas comme moi, c'est qu'il se trompe. Ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pas parce qu'on ne pense pas pareil qu'il y en a un des deux qui se trompe. On a peut-être tous les deux raison, en fait. C'est juste qu'on a des points de vue différents et qu'on a des comportements différents et que l'exercice là qui est génial, c'est d'arriver à faire une sorte de distance entre
ce que je ressens moi en face du comportement de l'autre et ce que lui ou elle, il avait vraiment l'intention de faire. Et ça, je vais vous montrer un outil pour ça. Et ça, c'est vraiment puissant parce que quand je comprends que même si le comportement de l'autre, il est différent, ça ne veut pas forcément dire qu'il est contre moi, et ben ça simplifie énormément nos relations avec les autres. Et après, l'idée, c'est d'aller se synchroniser, c'est-à-dire de s'adapter au comportement de l'autre, mais alors pas en le singeant, hein, c'est pas l'idée, on fait pas le perroquet ou on fait pas exactement comme lui pour lui plaire, on reste qui on est, mais en mettant des ingrédients qui vont faire que ça va mieux se passer. Je vais prendre des exemples très concrets dans quelques minutes, ça va devenir beaucoup plus clair. Mais l'idée, vraiment, c'est de respecter notre propre personnalité, mais de pouvoir effectivement faciliter la discussion avec l'autre. Alors, ma question, je crois que je l'ai écrite, c'est connaissez-vous cette méthode-là qui s'appelle la méthode DISC? C'est une méthode comportementale. Ça vous parle ou pas? 4 couleurs, DISC. Il y en a qui la connaissent? Je vois déjà un message. Vaguement. J'ai un doute. OK. On n'est pas dans de l'affirmation là. OK, mais tant mieux. Tant mieux, parce que moi, c'est une méthode que j'adore et qui marche très, très bien avec les gens que j'accompagne. Aujourd'hui, tout le monde dans les équipes, les entrepreneurs que j'accompagne me parlent en couleur en me disant, bah oui, tu sais, l'autre jour, j'ai croisé quelqu'un, c'était vraiment un bleu ou lui, c'était un rouge. Voilà. Donc, ça fait un langage commun. Alors, je vous montre ça tout de suite. Si ça veut bien me passer ma slide. Voilà. Cette méthode DISC, moi, je l'aime bien. Il y a plein de méthodes qui existent en termes de comportement. Vous avez peut-être entendu parler de l'énéagramme, du MBTI ou MBTI en français, des styles sociaux, des... oui, on en parle souvent sur les réseaux sociaux, effectivement. Où, bah voilà, Charlotte, vous allez pouvoir vous mettre en synchronisation avec votre mari. L'idée, voilà, il y a plein de choses qui existent très complexes. Celui-là, moi, je l'adore parce qu'il peut devenir très complexe quand on le maîtrise vraiment bien, mais il peut aussi se prendre sur une approche très, très, très rapide et très facile. Ah oui, j'en ai peut-être parlé déjà, c'est possible, parce que je l'adore, donc voilà. L'idée, c'est de, comment dire, vraiment arriver à, et on s'appuiera là-dessus dans la prochaine masterclass d'ailleurs, parce que tout ça est un fil rouge qui se suit, mais pour argumenter derrière, pour défendre notre prix, il y a une façon de présenter les choses, de valoriser les choses qui va être différente suivant le profil qu'on a en face de nous. Et là, sur la partie simplement d'engager la relation, on va aussi pouvoir s'adapter, enfin avoir un engagement beaucoup plus fort si on arrive à s'adapter à la personne qui est en face de nous. Si on prend ça de manière très, très simple, on a 2 axes. La ligne du haut, hein, enfin la ligne, pardon, verticale, donc vers le haut, qui est orientée vers la tâche, la mission. Et vers le bas, nos 2 couleurs vert jaune, là, sont plus orientées vers les autres, vers l'humain, vers la relation. À gauche, j'ai mes profils plutôt introvertis et à droite, plutôt extravertis. Introverti, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne parle pas, mais ça veut dire qu'il exprime moins facilement ses opinions, ses sentiments, etc. Si on regarde donc DISC, hein, DISC, c'est pour dominant, influent, stable, conforme, on a notre profil rouge en haut à droite, qui est donc orienté vers la tâche, la mission, le résultat, et qui est extraverti. Ça fait des gens qui sont, beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs vont être là-dedans parce que c'est des compétences qui sont importantes pour les chefs d'entreprise, c'est d'être dans la décision, dans l'action, dans la rapidité, le fait d'être assez rapide. Je passe très vite, mais le jaune, l'influent, lui, il est aussi sur un rythme rapide, extraverti, mais tourné vers les autres. Donc ça veut dire que lui, il a envie d'influencer les autres, de les embarquer dans son délire, il est très enthousiaste, très optimiste. C'est un vrai communicant.
Et puis, si on passe du côté gauche, on a notre table, donc le vert, qui est plus introverti, mais qui est aussi tourné vers les autres. Lui, il est génial pour l'écoute. C'est un super empathique. Il sait vraiment s'intéresser aux autres. Il est pour l'harmonie collective, en fait, hein, le travail en équipe, tout ça. Il adore ça. Et puis, notre dernier quart, donc introverti, orienté, tâche, mission, résultat, c'est le conforme, le bleu. Ben, lui, il est dans le détail, le process, le côté très minutieux, très carré. Là, on n'est pas du tout, vous voyez, on est sur du factuel, on n'est pas sur des opinions ou des choses à la légère, on est vraiment sur des choses très, très carrées, très sensées. Ça, c'est une définition très rapide du truc. Maintenant, là où ça se complique, c'est quand on n'est pas de la même couleur que les autres, enfin que l'autre. Si je suis rouge et que je parle à un rouge, peut-être qu'on ne va pas être d'accord, mais en tout cas, on a une façon de se comporter qu'on va comprendre. On va pouvoir décoder facilement le comportement de l'autre. Pareil sur toutes les couleurs. Là où c'est le plus dur, c'est quand je suis en diagonale. C'est-à-dire que si je suis vert face à un rouge, là, je ne vais pas comprendre. C'est-à-dire que mon rouge, il va juste être normal. Hein, et c'est pour ça que je dis dissocier l'intention de ce que moi je ressens. Mais comme mon rouge, il va être hyper rapide, il va être un peu dans je dessine, tac, tac, tac. Moi, en face, si je suis vert, eh ben, je vais me dire, ouh là là, ça va trop vite, il est complètement dirigiste, il réfléchit pas, ça me perturbe, je me sens pas bien. Le rouge face au vert, c'est pareil. Il va se dire, oh là là, pourquoi il bouge pas, pourquoi il prend pas de décision, il est lent, il est mou, c'est quelqu'un qui est pas compétent. Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a deux comportements très différents. Et que si je mets deux rouges ensemble, par exemple, ils vont peut-être aller super vite, mais personne va réfléchir et personne va voir qu'il y a un mur juste en face, quoi. Donc, ils vont se prendre le mur très, très vite, ça c'est sûr, mais ils vont se le prendre. Alors que si j'ai deux verres, eh bien, là, effectivement, ils ne vont pas prendre le mur parce qu'ils vont bien réfléchir et puis ils vont bien se faire des politesses et vérifier que les deux sont confortables avec la décision et tout, et ça va peut-être prendre des plombes, mais au moins, s'ils arrivent à prendre une décision, elle sera réfléchie et sensée. Pareil sur notre autre diagonale. Hein. Si j'ai un jaune face à un bleu, alors ça c'est quelque chose que je connais très très bien, parce que moi je suis à dominante jaune, très forte, et je travaille avec beaucoup d'ingénieurs qui ont par définition forcément pas mal de bleu dans leur profil, parce que dans leur métier, on leur demande cette précision, cette minutie. Il y a quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ quand même pour éviter toute incompréhension, là aussi, les biais de communication, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Les 4 couleurs sont avec leurs forces et leurs faiblesses, et que aussi, on a tous un peu de ces 4 couleurs à l'intérieur de nous. On n'est pas monochrome. Mais il y en a une qui est plus naturelle, ou deux, souvent il y en a deux qui sont un peu plus fortes dans nos profils et qui nous influencent davantage. Donc, si je reviens à mon bleu avec mon jaune, eh bien, le bleu, quand il est face à un jaune, il va se dire « Ouh là là, c'est quoi ce truc? Ça bouge dans tous les sens, ça rigole, c'est pas sérieux, c'est complètement désorganisé. » Le jaune face au bleu, il se dit « Ouh là là, ça bouge pas, c'est froid, je vais jamais arriver à faire une relation avec un profil comme ça parce qu'ils n'ont pas d'amis, ils sont trop fermés pour ça. » Ce qui est complètement faux d'un côté comme de l'autre. C'est juste que les comportements ne sont pas les mêmes et que si on réfléchit par rapport à notre propre prisme, en fait, on ne peut pas comprendre l'autre et ça crée des difficultés relationnelles. Est-ce que vous avez identifié d'ailleurs, vous, dans votre vie alors professionnelle ou même ça peut être aussi dans la vie privée, hein, parce que ça marche très bien aussi sur la vie privée, est-ce que vous avez identifié des gens avec qui c'est un peu plus compliqué, c'est pas aussi instinctif de discuter facilement? Est-ce qu'il y a des gens qui vous mettent un peu plus, je sais pas, mal à l'aise ou Alors ça, Charlotte, pour ceux qui ne voient pas le chat, Charlotte me dit c'est drôle parce que moi je serais jaune selon mon mari et mon mari serait bleu. Ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire qu'on a souvent
des opposés qui s'attirent, parce que forcément, on est super complémentaires. C'est pas le plus simple dans la communication au quotidien, mais effectivement, c'est ce qui fait qu'on se sent totalement entier, en fait, en étant. C'est pour ça qu'on dit ma moitié, ça peut être un peu ça, mais c'est ce côté un peu complémentaire. Sur le plan professionnel, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est super intéressant d'avoir des équipes où on va avoir des gens qui vont avoir des profils différents. Moi, j'ai recruté une salariée cette année, ma première. Je ne suis pas allée chercher une jaune comme moi. Parce que si on avait été deux jaunes, ben, c'est chouette, on aurait bien rigolé, mais il n'y a personne qui aurait posé un cadre, qui aurait dit, ben voilà, là, on va mettre de l'anticipation, on va mettre du process, on va mettre je sais pas, de la planification, etc. C'est quelque chose que je sais faire, mais ce n'est pas le truc qui m'éclate le plus. Peut-être un rapport avec l'administratif d'ailleurs aussi. Et donc Marine, qui est ma salariée, elle est bleue. Ouais, voilà, c'est ça. On est sur de la complémentarité totale. Et Marine, c'est exactement ça. Elle amène, elle s'occupe de ma communication. Eh bien, elle a un planning. On a 2 mois d'avance sur les sujets de communication parce que c'est carré. Et que moi, ça m'oblige aussi à anticiper des choses, à pouvoir lui amener un cadre dont elle a besoin. Alors, attends, je vois le message de Brice, mais je vais finir celui de Charlotte avant. Oui, souvent, en fait, on arrive à déterminer assez facilement, même sans la formation et même sans passer le test, quand on est un peu sensibilisé à ça, on est tout à fait capable de détecter. C'est pour ça que j'aime bien le disque, parce que sur la partie commerciale, moi, qui me concerne, souvent, on n'a pas 10 000 ans pour analyser quelqu'un, pour se dire, attends, comment je vais me comporter, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc là, on arrive très facilement à se dire, OK, est-ce qu'il est intéressé plutôt par la mission, par le résultat, ou est-ce qu'il est plutôt tourné vers les gens? Est-ce qu'il est plutôt introverti ou extraverti? J'arrive assez facilement à faire le tri. Encore une fois, on n'est pas là pour mettre les gens dans des cases, hein, c'est juste pour nous donner une première indication. Bien sûr que l'être humain est bien plus complexe que ça, mais ça nous permet surtout d'éviter les grosses bêtises. Et ça, je vais vous les donner derrière, justement, sur les trucs qu'on peut faire et surtout les trucs qu'on peut éviter de faire en fonction de notre interlocuteur en face. Brice, tu me dis, est-ce que ça peut bouger? Oui, ça peut bouger. Déjà, on a un profil qu'on appelle naturel et un profil qu'on appelle adapté. Donc déjà, on va être un petit peu différent. En général, comment on est dans notre vie de tous les jours avec nos amis, notre famille, etc. Et quand on est au bureau, il peut y avoir une petite différence. Tout à l'heure, je disais que mes salariés là, que j'accompagne, ingénieurs, ils ont beaucoup de bleu. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que certains vont être vraiment naturellement très bleus, mais il y en a plein aussi qui sont plutôt verts ou même jaunes parfois, plus rare, mais plutôt vert ou plutôt rouge, mais qui vont développer un côté bleu plus fort de par la nature de leur travail. Et puis, ça peut évoluer dans le temps, notamment quand on est jeune. À ton âge, Brice, normalement, on est un peu calé et la personnalité ou le type de comportement évolue moins que quand on a moins de 25 ans. Après, il y a aussi comment on est perçu et comment on est, encore une fois, dans des conditions idéales et sous stress. Parce que sous stress léger, on va avoir tendance à renforcer notre personnalité. Moi, je suis jaune. Si je suis un peu stressée, je vais avoir tendance à rigoler encore plus, à être un peu nerveuse, etc. Mais aller encore plus dans ce côté très jaune. Si je suis stressée max, je vais devenir bleu. Alors, un bleu caricatural horrible. Et c'est ce qui s'est passé dans un ancien poste, d'ailleurs. J'étais tellement sous pression que les gens me percevaient bleu. Moi, je suis jaune après avec le rouge et le vert à peu près équilibré, mais enfin, on va dire plutôt verte. Les gens me percevaient totalement bleu-verte, c'est-à-dire quasi à l'inverse de ce que je suis vraiment. Donc ça, c'est en stress maximum quand on n'est pas dans un bon état. Ça ne dure pas très longtemps parce qu'en général, on finit par craquer.
Mais effectivement, en fonction du contexte, on peut changer. Et puis, encore une fois, on peut aller chercher n'importe laquelle de ces compétences quand on en a besoin. Moi, j'ai très peu de bleu, mais si j'ai besoin de faire quelque chose de très carré, très organisé, ben, je sais me concentrer et aller chercher des compétences bleues. C'est possible, d'accord? Mais il ne faut pas me demander de faire ça 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Voilà, c'est pas, sinon je ne vais pas me sentir bien. Donc il y a des choses qui sont plus naturelles pour nous et des choses qui le sont. Corinne, oui, je pense que effectivement, il y a des chances pour côté du vert assez fort dans ton profil, vu qu'on se connaît un petit peu. Et oui, Charlotte, c'est ce que je disais, hein, dans le perso, dans le pro, il y a le côté naturel et le côté adapté, donc on peut avoir des différences importantes entre notre profil naturel, donc qui est en général celui qui s'exprime plutôt dans notre vie perso, et le profil adapté qui est plutôt celui qu'on maîtrise, qu'on contrôle, qu'on essaie de contrôler. Il y a plein de réactions. Donc, ouais, encore une fois, moi, je ne veux pas mettre les gens dans des cases. Hein, c'est pour répondre un peu à Brice par rapport à ça. C'est vraiment la notion, et c'est comme ça que ça a été fait au départ hein, par Karl Marston Jung, un nom très facile à prononcer, qui a créé ce truc-là. L'idée, c'était pas de dire t'es jaune et ça bouge pas. C'est de dire quelle est ta préférence, quel est le truc qui est le plus simple pour toi. C'est-à-dire que techniquement, si tu es droitier et que je te lance une balle, eh ben, le réflexe, ça va plutôt être de récupérer la balle avec la main droite. Mais si tu as une consigne qui te dit, ou si tu es plâtré et qu'on te demande de récupérer la balle avec la main gauche, peut-être que tu vas y arriver aussi. Tu vois, il y a des fois, on est capable de faire un peu tout. Mais il y a un truc qui est plus naturel, qui est plus facile, qui est plus instinctif chez nous. Et puis, il y a des gens, mon profil, il est assez tranché, c'est-à-dire que le jaune est loin devant toutes les autres couleurs. Mais la plupart des gens ont des profils plus nuancés, où ils vont avoir 2 couleurs, des fois 3, qui sont assez proches l'une de l'autre. Donc, il y a une diversité là aussi hein, qui fait qu'on ne peut pas se contenter de dire ah ben c'est un rouge, c'est un vert, c'est un machin. Moi, j'aime bien déjà mettre 2 couleurs, parce que je trouve que déjà un jaune-vert, c'est pas du tout pareil qu'un jaune-rouge, quoi. Mais c'est bien de nuancer, mais ça permet d'éviter encore une fois ce vers quoi je vais vous amener pour conclure, qui est les grosses bêtises à ne pas faire quand on est face à certains profils. Je vous ai dit que sous stress, on a tendance à renforcer notre propre couleur. C'est ce que j'ai fait il y a 3 ans, hein, quand je ne maîtrisais pas bien encore cet outil-là. Donc moi, je suis jaune. J'ai commencé à travailler avec des gens qui étaient quand même à dominante bleue ou qui avaient en tout cas du bleu assez fort dans leur profil. Et donc, comme ça réagissait pas, comme j'arrivais pas à les embarquer, à créer vraiment cette émulation que moi j'aime bien amener dans mes interventions, et ben j'ai renforcé mon côté jaune. C'est-à-dire que je partais encore plus en mode oulala, je vais gesticuler encore plus, je fais du tagada de soin, comme je dis, hein, et puis je vais rigoler plus, etc. Mais ça, c'est la catastrophe. Parce que face à des gens qui ne sont pas du tout dans cette mouvance jaune-là, ils se disent encore plus oh bah dis donc, c'est vraiment n'importe quoi, ça part dans tous les sens et c'est vraiment pas sérieux. Donc là, ils ont encore moins envie d'adhérer. Alors, la solution, c'est bien sûr pas de devenir bleu, hein, parce que je ne saurais toujours pas faire, ou je le ferais mal. C'est de rester moi. Mais c'est de continuer à avoir cet enthousiasme et cette énergie qui me caractérise moi, mais d'amener quelque chose qui va faire qu'ils vont pouvoir y adhérer. C'est-à-dire créer la confiance, créer la relation avec ces profils-là. Et ça passe par me synchroniser, mettre des ingrédients bleus dans ce que je vais proposer. Des exemples tout bêtes, c'est on va démarrer une journée ensemble, et ben je vais commencer par donner l'ordre du jour peut-être même en amont d'ailleurs, je vais envoyer l'ordre du jour alors que c'est pas un truc que je fais naturellement,
je vais le reprendre au début de la réunion, donner des indications de timing, voilà, et puis présenter les choses de manière un peu plus, écoutez, 3 points, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Vous voyez, des choses toutes bêtes qui font que eux, ils se sentent en sécurité avec ça. Et que, au milieu de tout ça, je peux continuer à y aller avec le sourire et en racontant des fois des blagues, etc., parce que ça passe, parce que j'ai donné un cadre qui les rassure. C'est pareil dans les autres cas. Les gens qui sont très verts, souvent, quand ils sont face à des rouges, ils n'osent pas leur proposer des choses. Ils se disent, ouh là là, il est trop autoritaire, j'ai peur de ce qu'il va me dire. En gros, c'est un peu, j'ai peur de me faire gronder, quoi, si j'exagère un peu. Et en fait, ils n'osent pas être force de proposition. Alors que le rouge, c'est exactement ce qu'il attend. Il attend qu'en fait, on ne le contredise pas, ça c'est sûr, parce qu'il n'aime pas ça. Mais, enfin, personne n'aime vraiment, mais lui encore moins. Mais il attend qu'on lui fasse des propositions. Ce qui est super avec un rouge, c'est de lui faire des propositions qui sont des propositions à une alternative, c'est-à-dire lui laisser 2 choix. On lui dit, là, soit tu peux faire comme ça avec tel avantage ou tel inconvénient, et puis soit tu peux faire comme ça avec tel avantage ou tel inconvénient. Le rouge, il adore. On lui a simplifié la tâche, on lui a fait des propositions, et c'est lui qui décide. Parfait. Vous voyez, c'est ça en fait le truc, c'est de trouver comment je peux rester moi-même, mais faire en sorte que l'autre, il ne soit pas embêté, il ne soit pas empêché par mon comportement. Typiquement, sur une soirée réseau ou une introduction de réunion, quand je suis face à un rouge, eh bien, je vais lui parler peut-être de son entreprise, de ses bâtiments, d'une actualité de sa boîte, ça va lui faire plaisir. Si je suis face à un jaune, je vais plutôt aller sur, je peux lui parler de sa famille, de son week-end, de ses loisirs, ça ne va pas le gêner. Le vert, il va pouvoir parler de choses un peu famille, un peu amis, mais pas au début, pas quand il ne connaît pas bien encore. Donc là, je vais plutôt lui parler de son environnement, de l'équipe avec qui il travaille, etc. Le bleu, si je veux créer de la confiance, c'est surtout pas en lui parlant de choses personnelles. C'est en parlant d'un sujet technique qui le concerne, d'un truc qui l'intéresse, etc. Et de m'intéresser à ses centres d'intérêt, ça va lui plaire. Mais des centres d'intérêt techniques, pas de savoir s'il aime se, je sais pas moi, se mettre dans un transat le week-end au soleil. Ou alors, c'est si j'ai des compétences sur quelle forme de transat est la plus adaptée à bien se reposer. Là, on peut partir sur une discussion technique sympa. Mais effectivement, on va avoir une façon différente d'approcher la personne. En début de réunion, on va passer peut-être un peu plus de temps à parler de choses autre que le sujet, le cœur du sujet de notre rendez-vous, avec un vert ou un jaune. Avec un bleu ou un rouge, on n'est pas venu là pour faire du baratin, c'est-à-dire qu'on fait les politesses d'usage au début, très court, et on rentre dans le vif du sujet. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on va pouvoir vraiment différencier en fonction de la personne qui est en face de nous. Pour en parler pendant des heures, ça prendrait trop de temps. Et c'est un sujet où vraiment, c'est intéressant de se pencher un peu là-dessus et de se dire, OK, comment l'autre se comporte et aussi de faire la différence entre, il m'a coupé un peu sec, là, il a envie de passer. Moi, je suis très jaune, merci Charlotte. Moi, je suis très jaune, donc j'aime bien parler de plein de choses, voilà. Mais si en face de moi, j'ai un rouge ou un bleu qui a envie de rentrer dans le sujet rapidement, pareil, des fois, je trouve ça un peu sec. Je me dis, oh, dis donc, ils sont pas sympas, ils sont pas cool, ou machin. Non, c'est juste qu'ils ont un comportement différent. Il y a un exemple que je prends très souvent. J'ai des copains qui sont très rouges, il y en a dans mon entourage, voilà. Et par exemple, quand ils vont envoyer un texto, c'est direct, c'est à quelle heure le resto, quoi. Voilà. Moi, je vais envoyer un message, je vais dire bonjour Pierre, tu vas bien
à quelle heure on se retrouve ce soir? Est-ce que tu préfères 19h15 ou 19h30? Bisous, smiley. D'accord? La personne en face, si elle est rouge, elle ne s'encombre pas avec tout ça. Et donc, des fois, on va se dire, dis donc, tu étais énervé là l'autre jour ou tu étais speed, il y avait un truc? Bah non, j'avais juste besoin d'infos. Il n'y a pas d'intention méchante derrière, en fait. Moi, ce que je prends pour un truc où je me dis, purée, il n'est pas sympa, c'est juste mon ressenti, c'est pas la réalité. Lui, il a juste besoin de l'info, il pose sa question, je lui donne la réponse, il est content. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver. Alors, c'est un exercice, hein, ça ne se fait pas en 10 minutes, là, comme ça. Mais c'est déjà d'en avoir conscience et de se dire, bah, des fois, il y a des trucs que je prends mal ou que j'interprète mal parce que finalement, c'est pas ce que la personne en face de moi, elle avait l'intention de faire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Personne? Il y a eu plein de réactions, mais là, il n'y a plus de questions. Si, tu vois le chat qui serait. Ouais, c'est possible, Brice. Ouais. Il doit falloir quand même beaucoup de temps pour arriver à comprendre si tu as affaire à quelqu'un en rouge, en bleu, enfin, ça se fait pas du jour au lendemain, cette analyse. Ça se fait assez rapidement parce que, alors encore une fois, moi je suis jaune, j'aime le jeu. Donc, si tu veux, quand tu prends ça comme un jeu, ça devient très rigolo. Et en fait, après, ça devient, tu sais, c'est comme tout, c'est dans tous les cycles d'apprentissage. C'est au début, tu sais pas, donc bon, bah, tu sais pas. Après, tu sais que tu sais pas. Donc là, tu commences à chercher, tu commences à dire, tiens, c'est intéressant, je vais m'intéresser au truc. Après, tu sais, mais c'est pas encore automatique, tu vois, il faut que tu te forces. Donc, tu fais l'exercice, voilà, de te dire, bon, attends, alors, est-ce que cette personne, elle est plutôt rouge ou, ouais, mais quand même, enfin, tu vois, tu te poses des questions, tu te tâtonnes un peu. Et puis, il y a un moment où ça devient automatique. Et là, tu oublies même le truc parce que ça passe en pilote automatique. Moi, sur le disque, je suis un peu en pilote automatique. Mais en fait, il faut y aller par étapes. C'est-à-dire que le premier jeu, la première étape du jeu, c'est de t'amuser chaque fois que tu vas dans une, tiens, tu fais des rencontres réseau régulièrement, et ben tu t'amuses pendant le tour de table, là, tu te dis, tiens, lui, comment il est, machin, tu vois, tu te poses la question. Tu vas à la boulangerie, tu discutes voilà, de la façon dont la personne se comporte, dont elle prend ta baguette et ta monnaie, tu vois. Tu peux dire, tiens, comment je la mettrais, enfin, voilà. Donc, c'est faire l'exercice comme ça, sous mode de jeu. Et puis, une fois que ça, c'est devenu naturel, ben, c'est de se dire, OK, maintenant, admettons qu'il y a un enjeu, comment je peux m'adapter, comment je peux peut-être présenter les choses un peu différemment pour que ce soit plus efficace, plus percutant avec la personne qui est en face de moi. Ça, c'est la deuxième étape, tu vois. Ça, Mais il faut y aller petit pas par petit pas. Moi, c'est ce que j'aime, tu vois. C'est vraiment de se dire, on y va sur des choses simples. Et le premier truc simple, c'est de se dire, OK, cette personne, comment elle est? Tiens, est-ce qu'elle est vraiment, tu vois, en fonction des adjectifs qui sont déjà marqués là ou en fonction des deux axes aussi, c'est assez facile de déterminer. Moi, j'aime bien deux couleurs parce que des fois, tu hésites un peu entre deux, tu vois. Mais voilà. Mais après, ça va vite. Quand j'arrive en formation, que j'ai des gens autour de moi, tu vois, souvent, même avec juste le premier tour de table, je sais comment sont les gens à peu près, tu vois. D'accord. Charlotte, l'éducation, ça va jouer sur d'autres choses, ça va jouer sur des drivers, tu vois, sur des motivations, des choses qui. Moi, j'ai une collègue, par exemple, qui est très, très jaune. Alors, moi, je suis à 98% de jaune, hein, chaque couleur étant notée sur 100. Donc, mais elle est à 100%. Voilà, on ne peut pas faire mieux. et elle a très, 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 très peu de bleu. Malgré tout, elle a une motivation très forte qui est liée à son éducation sur le traditionnalisme, sur le côté respect, sur le côté voilà, bien éduqué, comme on dit, voilà, un peu obéissant, etc. Donc, elle va avoir un comportement qui parfois va peut-être paraître bleu, alors que ce n'est pas du tout lié à ça, c'est lié vraiment à ce qui la motive et à son éducation. Donc oui,
On peut rentrer après dans des systèmes très, très, très complexes quand on croise les outils. Mais l'éducation joue forcément sur qui on est. Enfin, ça, on ne va pas refaire Françoise Dolto, mais forcément, ça joue. Brice, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, alors du coup, j'ai bien compris la notion d'outil en fait du disque. Voilà, où effectivement, quand tu parles avec quelqu'un que c'est la première fois, bon, il faut te faire une idée plus ou moins rapide enfin, de la chose pour savoir dans quel biais de communication tu vas te mettre à ce moment-là et t'adapter. Et voilà, après moi, c'était plus le rapport à, tu disais, nous, dans quoi on se trouve. Euh, et, euh, et moi, en fait, en fonction enfin, moi, je trouve ça linéaire. C'est-à-dire de dire, tiens, quelqu'un, il est jaune, et je dis, bah, jaune, mais autant dans le privé que dans le boulot, etc. Alors que là, les couleurs, moi, perso, en fait, en fonction de la situation professionnelle dans laquelle je me trouve, je suis pas du tout dans la même case, quoi. Moi, je suis gris, quoi. C'est un bordel monstre, en fait. C'est un truc, et ça, c'est propre à mon fonctionnement. Alors, je sais, par contre, que quand je dis je suis rouge au naturel, Ouais. c'est qu'effectivement, l'exemple de tout à l'heure de la communication par texto, moi, je te demande l'heure, je veux l'heure, c'est tout, quoi. Ouais. Non, mais je Voilà. pense que et tu vois, et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant parce que suivant ce que tu as à faire, tu vas aussi aller chercher différentes compétences. Et que quand tu es face à tes clients, tu vois, dans le resto, eh ben, tu vas peut-être plus te mettre en mode jaune ou en mode vert parce que les gens, ils sont là pour passer un bon moment, tu vois, donc tu vas être le gars jovial, etc. Ça, c'est tes compétences jaunes. Et puis, par moment, ils ont envie de discuter, ben là, tu vas faire appel à tes compétences vertes, tu vois, pour être à l'écoute, pour Ouais, passer mais voilà, patient, si bien j'ai un sûr. objectif d'équipe, je vais passer en jaune. Si je parle d'un objectif avec mon collègue, je suis en rouge. Si je travaille dans un but précis, je suis en bleu. Enfin, Bien sûr, parce c'est, qu'on est tous d'aller chercher des compétences, enfin, à peu près. Des fois, quand on a une compétence enfin, une couleur qui est très très basse, c'est un peu plus compliqué. Mais la plupart du temps, on peut aller chercher des compétences qui sont dans les 4 registres, si tu veux. Mais il y en a une dans laquelle, voilà, tu es plus naturel, c'est ton instinct, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu vois. ouais, voilà, au naturel, effectivement, droit au but. Mais mon naturel, lui, s'applique pas du tout au travail. Donc, du coup, voilà. Parce que c'est. Effectivement, ce qui est intéressant, tu vois, si on part sur cette idée d'être naturellement plutôt rouge, c'est de se dire, OK, quand je me retrouve face à un jaune, rouge et jaune, ça passe plutôt assez bien en général. Surtout qu'à mon avis, tu es plutôt rouge-jaune que rouge-bleu. Donc, tu vois, là, tu es dans ta zone de confort, quoi. Rouge-jaune, tu vas bien te gérer. Là, je prends des risques un petit peu aussi, hein, parce que j'ai pas tu vois, assez d'éléments pour. Oui, oui, Mais oui, bien sûr. j'ai une tendance. Corinne, c'est que tu veux partir, c'est ça? Non, j'ai Oui, vu que j'ai je suis désolée, je suis obligée ça de vous laisser, excusez-moi. marche. Non, je Bonne t'en prie. soirée à À tous. bientôt. Au revoir. Là où tu vas pouvoir peut-être faire plus attention, Brice, c'est quand tu vas te retrouver effectivement face à des bleus ou des verts qui vont être moins naturels chez toi et qui vont avoir déjà tous les deux en commun cette notion d'être plus lent, tu vois. Et, et alors, je vais dire nous, parce que moi aussi, en étant très jaune, on n'est pas forcément très à l'aise, tu vois, avec les gens, on va vite les trouver mous. Euh, alors que c'est pas vrai. Moi, les ingénieurs, au départ, je me disais, ben voilà, il faut aller vite, c'est des gens intelligents, tu vois, ils réfléchissent beaucoup, donc je vais pas leur faire l'affront d'aller doucement. Et en fait, ils vont très doucement. Mais c'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils aiment aller en profondeur, ils aiment analyser, ils aiment comprendre comment ça marche, tu vois, décortiquer le mécanisme, etc. Donc c'est vachement bien, en fait, c'est hyper intéressant. Mais c'est différent de ce que moi je fais. Donc c'est de penser, ok, il faut que je leur laisse du temps. Quand tu poses une question, tu vois, tu leur demandes de faire un exercice, ils vont mettre plus de temps que toi ou moi, parce qu'ils vont plus réfléchir à attends, mais est-ce que ça veut vraiment dire ça? Enfin, tu vois, ils sont vachement plus dans cette analyse-là. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc, c'est que quand tu vas être face au vert, c'est d'avoir aussi ce côté plus relationnel, en fait, qui est vraiment très. Sur le côté, alors avec le bleu, c'est le côté très détail, hein, d'aller vraiment dans la précision. Je pourrais raconter une anecdote aussi là-dessus, c'est assez rigolo.
Et sur le vert, c'est d'être sur le côté, ben oui, plus empathique, hein, d'être plus à l'écoute et tout ça. Je donne un exemple parce qu'on parlait aussi de comment, tu vois, engager la discussion avec les différentes personnalités. Avec un bleu, moi, au départ, tu vois, je pose une question, enfin, il me raconte un cas d'étude, et puis on essaie de l'analyser ensemble. Et il me dit un truc, je ne sais plus quoi, enfin bon, un sujet, de toute façon, c'est confidentiel, je ne vais pas aller dans le détail, mais. À la fin, je dis, tu as posé la question sur ça. Il me dit non. Et juste non, tu vois, tu poses une question et il répond, quoi. Je dis, OK. Ben, je dis, peut-être ça aurait été bien, en fait, de poser la question. Ça aurait peut-être aidé à mieux comprendre dès le départ la situation, tout ça. Il me dit, non, j'en avais pas besoin. OK. Ben, ouais, mais quand même, si tu avais eu l'information. Ah oui, mais l'information, je l'avais. OK. Tu avais l'information, mais tu n'as pas posé la question. Non. Discussion de sourds, hein, fermée. Et c'était il y a longtemps, je maîtrisais moins bien ça. Et donc, en fait, il finit par me dire, je dis, mais comment, enfin, une bonne question, comment tu avais l'information? Et là, il me dit, parce que quelqu'un d'autre avait posé la question. Mais tu vois, moi, en étant jaune, si on m'avait demandé dès le départ, si on m'avait dit dès le départ, tiens, André, tu aurais dû poser la question, j'aurais dit, non, j'en avais pas besoin parce que mon collègue avait posé la question et j'avais déjà la réponse. Tu vois, j'aurais donné toutes les informations. Le profil bleu en face, il faut être hyper précis. Si tu ne lui poses pas la bonne question, il va te répondre juste à ta question. Mais tant pis pour toi. Je veux dire, là, en l'occurrence, tant pis pour moi. Je n'avais pas posé la bonne question et ma question n'était pas assez précise. Et je me suis fait avoir. Tu vois, et ça a pris un quart d'heure de discussion pour un truc que j'aurais pu savoir en 1 minute 30. Je vois. Donc après, tu apprends à ne pas faire de suppositions et à poser des bonnes questions qui soient aussi adaptées à la personne que tu as en face de toi. Je vois. Un exemple que je prends souvent aussi, qui est très parlant, hein, tu vas dans une discussion, tu vois, même entre professionnels. Moi, si quelqu'un me demande, Audrey, est-ce que tu as des enfants? Je vais répondre, oui, j'ai une fille, elle s'appelle Lisa Lou, elle a 14 ans. Et là, je n'ai pas l'impression de donner des infos confidentielles, tu vois. Un profil bleu, quand tu lui poses ça, tu dis, tu as des enfants? Oui. Et Ça, c'est ce accroche-toi que je pour fais ta aussi, ça. Ça t'arrive de faire ça aussi? Du coup, tu m'as juste demandé l'âge, quoi. Ouais, non, mais tu vois, c'est ça l'idée, parce que c'est aussi de dire, mais ça, c'est aussi dans ton côté rouge. Si on ne s'emmerde pas avec les choses personnelles, parce que là, on est sur le registre perso, et le registre perso, ça, c'est plutôt le vert et le jaune. Non, mais enfin, on va dire que mon fonctionnement, alors ça, moi, j'adore ce genre d'outils parce qu'en fait, ça me facilite la vie. Moi, je suis obligé d'être dans le rouge parce que j'ai un rapport à l'autre qui est compliqué par rapport à ce schéma un peu neuroatypique. Et en fait, les codes sociaux, tous ces trucs-là, soit ils m'emmerdent, soit je les comprends pas. Et si on me dit pas les choses clairement, à cause d'un cerveau qui va 100 à l'heure, je suis toujours dans l'interprétation, en fait. Donc, moi, ça m'oblige à ne pas être dans le jugement parce que sinon, je pars avec énormément de prérequis, ce qui n'est pas bon. Donc, du coup, j'ai énormément de recul. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à l'observation. Voilà. Mais en même temps, si on a envie de me dire merde, il faut me dire merde. Et si on a envie de me dire, voilà, faut dire les choses carrées parce que sinon, j'ai vachement de mal à comprendre le message qui va être passé. Ouais, voilà. Tu préfères les choses directes, en fait. Donc, il faut que ce soit direct parce que sinon, c'est compliqué, en fait, pour moi de le vivre. Par contre, à l'inverse, c'est facile. C'est-à-dire que moi, les 4 couleurs-là, j'ai aucun malaise avec eux. Ouais. Si en face de moi, je trouve que le gars, il est vert, j'y vais en vert, en fait. Ouais. Il n'y a plus de rouge. Donc, parce que voilà, je m'adapte et que tous ces volets-là, ça peut le faire. Mais moi, à titre personnel, c'est super chaud, quoi. Après, c'est une super capacité, tu vois, d'adaptation et de caméléon. Donc, c'est chouette. Bravo. Mais ça j'avoue qu'en rencontre professionnelle, c'est pratique. Oui. Ouais, clairement, tu vois. Donc voilà, et puis d'avoir cette capacité aussi, et ça c'est peut-être lié aussi à ce cerveau qui va vite, c'est cette capacité d'analyser l'autre, tu vois, de comprendre rapidement c'est quoi ses drivers en fait, qu'est-ce qui lui convient, tu vois, et comment il se comporte lui pour essayer
de s'adapter, pas de lui ressembler, j'aime pas ce terme, mais en tout cas de lui donner des clés de confiance, tu vois, des ingrédients de confiance dans notre Tu parlais de comportement. synchronisation, c'était ça en fait, c'est de se mettre Oui, sur la même longueur d'onde un peu. c'est ça, mais je veux pas qu'on interprète ça, tu vois, par du mimétisme où je fais le miroir, tu vois, face à quelqu'un. Je reste moi-même, mais je donne des ingrédients qui vont rassurer en fait la personne en face de moi. Mhm. Charlotte, peut-être des questions ou des réactions par rapport à ça? Ben, pour le coup, non, moi, enfin, j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans le jaune, mais j'ai aussi l'impression d'avoir du vert et Ouais, aussi un peu de bleu. Mais je c'est pense que le possible. plus gros, c'est vraiment le jaune. Et pour le coup, moi aussi, enfin, j'aime énormément ces outils. C'est marrant parce que pour le coup, mon mari m'en avait parlé il y a peut-être un mois et je lui avais dit, bah, ramène-moi le fichier, on regardera ensemble. Et il m'a ramené le document, on n'a pas pris le temps. On avait déjà Ouais. commencé à en parler et c'est vrai que pour le coup, bah, on s'interroge et l'objectif, c'est de mieux comprendre l'autre et comme vous disiez, de s'adapter, essayer voilà, de trouver des moyens pour faire passer le message. Mais Mm. pour le coup, ouais, j'aime énormément ce type d'outil, quoi. Donc, Alors, il y a, ouais, on le trouve pas mal. Il y a un TED qui existe, mais il est en anglais, mais que je trouve génial. Mais j'ai pas la référence sous la main. Euh, si j'y pense, je vous ferai un petit mail de suivi et je vous remettrai les horaires là, de la prochaine, enfin de la deuxième partie, et, je vous mettrai le lien. Je vais me le noter. d'accord. Le lien vers le TED Talk en anglais, mais on peut avoir les sous-titres, je pense, en français, hein, mais, parce qu'il est vraiment chouette. Et justement, il parle aussi des comportements de ça, enfin, de ce que vous avez dit sur le fait que souvent, on choisit quelqu'un qui est totalement différent de nous. Et, donc voilà, donc lui il dit en rigolant, hein, je précise, que parce qu'il est jaune, que et sa femme non elle est rouge, mais bon ils ont quand même des différences. Et il dit en fait on choisit quelqu'un qui est notre moitié, qui nous complète, et puis après on passe les 40 années suivantes à s'engueuler sur les trucs qui nous différencient. Donc voilà, parce qu'on maîtrise pas le risque, mais quand on maîtrise justement ces comportements et qu'on essaie de se synchroniser, là, il n'y a plus de conflit, quoi. C'est ça qui est chouette. Enfin, il y en a moins. Oui, c'est top. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, enfin, ce qui est mis en évidence aussi, c'est qu'il n'y a aucune couleur qui est mieux qu'une autre finalement. Non, Et c'est ça qui est top en fait, et de se dire qu'on se retrouve dans une de ces couleurs, mais qu'il n'y a pas il y a pas de différence en fait. C'est juste qu'on est comme ça et il y a une richesse un peu dans chacune des couleurs. Donc l'objectif, c'est d'en tirer profit et voilà quoi. c'est un super outil qui est utilisé aussi en management, hein, pour créer des équipes, même en recrutement, pour arriver à faire des équipes qui soient justement complémentaires. Et si je prends mon métier de commercial, par exemple, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais le jaune, il est super pour aller à une réunion réseau, taper la discussion avec tout le monde, faire des nouveaux contacts, etc. Ça, c'est son point fort. Il n'a pas peur, quoi. Aller parler aux gens, c'est génial, quoi. Le vert, ça peut être la même personne, hein, qui a les deux compétences fortes dans son profil. Mais le côté vert va permettre justement d'être vachement en écoute, de poser les bonnes questions, de s'intéresser à l'autre, d'avoir ce côté justement qu'on a dit, hein, qui est primordial pour créer la relation au début. Le bleu, bah, il va être top pour faire une proposition, par exemple, parce qu'il va vraiment structurer l'argumentaire, il va être hyper convaincant là-dessus. Et puis le rouge, à un moment donné, il va dire tiens, voilà un stylo, on signe. Donc voilà, c'est ce côté qui est génial, c'est que pour faire le même métier, eh ben, de toute façon, il faut les 4 couleurs. Sinon, on s'en sort pas. Oui, c'est exactement ça. Et je sais que mon mari, pour le coup, dans sa formation, en fait, sa dirigeante avait déjà repéré en fait le profil de ses salariés. Et en fait, Ouais. la formatrice, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait réuni un jaune, un vert, un bleu et un rouge, mais sans leur dire. Et en Ah, fait, ils avaient un d'accord. projet en fait à faire ensemble. Et pour le Ouais. coup, à la fin, elle a fait le compte-rendu. Elle lui a dit, ben, là, tu vois, toi, on voit bien que tu es vert pour telle raison. Toi, tu as été bleu parce que tu as réagi comme ça. Ouais. Pour le mariage, pour le coup, tu as tout de suite t'as pensé au faire-part, alors que le jeune est allé sur quelque chose un peu plus enfin un peu plus avancé. Et c'était L'animation. hyper intéressant pour le coup à la fin quand voilà, il y a eu les résultats des couleurs, parce qu'en fait, Ouais. en amont, elle leur avait pas indiqué, enfin voilà, donc c'était marrant quoi.
Ouais, mais c'est que la manager avait bien identifié les couleurs aussi pour que ça marche, c'est qu'elle s'était pas trompée. Donc, Oui, c'est ça. Et ouais. avec la formatrice, elle avait passé le test aussi en amont et donc ça coïncidait bien, quoi. Ok. Non, non, mais c'est top. Ça, c'est un outil tout simple, vraiment. Et moi, je trouve que ça facilite énormément les relations qu'on peut avoir. Et aussi, ce qu'on verra la prochaine fois, c'est la manière d'argumenter. Parce que ce qu'on veut derrière, c'est convaincre. Hein. On veut vendre notre truc quand même à un moment donné. Et on veut que nos prestats, que ce soit pour faire des cocktails dans les entreprises ou faire venir des groupes en soirée dans le restaurant ou pour vendre ses services d'assistante virtuelle, à un moment donné, on a quelque chose à proposer, quoi. Donc, et ça, on verra comment on adapte aussi notre façon de présenter à ça. Remarque aussi pour Charlotte, mais ça me fait sourire parce que je connais un expert comptable qui est génial et qui est très, très jaune. Mais voilà, typiquement, assistante, dès qu'on parle d'administratif, de choses comme ça, on s'attend plutôt à des profils bleus. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est exactement ça. Mais c'est marrant parce que justement, quand on en parlait avec mon mari, il me disait, j'ai l'impression que dans le travail, tu es très bleu, c'est pour ça que je vous ai posé la question, mais que dans la vie de tous les jours, tu es jeune. Il me dit, alors, voilà, une dominante, on va dire jeune, mais avec quand même une part bleue. Ouais, Mais oui, c'est adaptation. vrai. Ouais, et puis adaptation en fonction de son travail, de ce qu'on a à faire. Et puis certainement aussi, alors je ne connais pas assez, mais mon collègue qui est expert comptable, je le vois bien, ce qui lui plaît en fait en tant que jaune dans son métier d'expert comptable, bon, c'est les chiffres. Lui, il trouve ça amusant, donc déjà, il en fait un jeu. Hein. Le jaune, il se débrouille toujours pour que ce soit drôle, hein, pour que ce soit un jeu. Euh, et aussi parce que le jaune est très curieux, il aime la diversité et que dans son rôle d'expert comptable, il rencontre plein de chefs d'entreprise différents qui font tous des métiers différents, donc il peut échanger sur leur activité, sur ce qu'ils font, etc. Et c'est là qu'il trouve son plaisir de jaune, en fait. Oui, mais c'est exactement ça. Parce que, enfin, moi, pour le coup, j'ai Pour choisi ça. ce métier parce que juste avant, j'étais consultante en recrutement, ressources humaines. Et en fait, je travaillais justement avec plein d'entreprises différentes et j'aimais ce côté, justement, découvrir de nouvelles entreprises, de nouvelles personnes, de nouveaux candidats. Et c'est vrai que dans l'assistanat virtuel, pour le coup, j'ai des différents clients et c'est énormément aussi ce côté qui me plaît. Donc oui, ça rejoint ce que Ouais. vous disiez. Mais ça, c'est clair, c'est très, très jaune et je pense que vous êtes jaune-verte, en fait. Il y a ce côté aussi qu'on retrouve souvent aussi dans les ressources humaines, qui est tourné vers les autres. Brice, tu voulais nous dire quelque chose? Je vois que tu as la main levée depuis un moment. Ouais, j'attends mon tour, tranquille. Hein. Non, je sais pas, je sais pas si t'es pressé ou pas, c'est bon. J'ai découvert le bouton, j'en profite. Euh, Oui. non, mais du coup, tu parlais de on est là pour convaincre et tout. Alors moi, on m'a dit en communication, justement, faut pas chercher à convaincre, faut chercher à adhérer. Ça marche mieux. Enfin, moi, je vois sur les prestations, justement, tu disais, ou etc. Voilà, je suis convaincu, hein, je l'ai vu, je l'ai vécu, que voilà, convaincre, ça fonctionne pas, alors que d'effectivement adhérer parce qu'on propose des choses qui parlent aux gens, etc., ça marche beaucoup mieux, quoi. Ouais, alors Donc, là, c'est une question de définition, mais euh, convaincre, pour moi, ça ne veut pas dire pousser ton produit et on en oui, reparlera le 6 avril. Hein. C'est au contraire, moi j'aime bien la phrase de Michael Aguilar, en fait, qui dit plus tu donnes envie, moins tu as besoin de vendre. ouais, c'est un peu Pour moi, l'idée, ouais. c'est pas que c'est donner envie. Hein. C'est comment Donc, je vais chercher, en fait, à ce que l'autre. En fait, la première étape, qui est un peu celle qu'on a vue aujourd'hui, c'est comment j'inspire confiance, comment je crée du lien, en fait, avec l'autre. Et puis après, la deuxième étape, c'est comment je donne envie. Et c'est là que tu ouais. arrives à convaincre les gens. Mais c'est pas en faisant le déballage je te rassure, on ne va pas parler de ça. Alors, au cas où, par rapport à ta première partie, justement, moi, ça m'a fait beaucoup penser à une vidéo de 3 minutes et quelques là, que j'ai vue il y a plusieurs années et qui m'a énormément servi, avec un truc D'accord. très accrocheur à la YouTube qui est marqué 5 trucs pour parler à ton connard. Voilà. Et c'est très parodique, Ouais, mais je vous invite à le regarder parce que ouais, du coup, pourquoi voilà, pas. ça, c'est vraiment l'interlocution avec quelqu'un et comment essayer de capter plutôt les valeurs qui se cachent derrière le propos et avoir un échange, être sur la même longueur d'onde, quoi. Et, mais Même quand tu n'es voilà, pas d'accord. ta première partie m'a fait beaucoup penser à ça. C'est assez léger à regarder. Je vous invite à le Ouais. faire. Ouais, bah, merci pour la référence. Et puis, effectivement, ça prend aussi cette notion qu'on n'est pas forcément d'accord, tu vois. On peut avoir des valeurs différentes, on peut avoir des comportements différents, on peut avoir des opinions différentes,
Mais malgré tout, on peut arriver à avoir envie de faire un projet en commun ou en tout cas arriver à se comprendre. Enfin, tu vois. Oui, bah justement, il part du principe qu'on part à son connard, mais le but, c'est surtout d'éviter de se retrouver dans une discussion qui tourne en boucle comme ça, où on se comprend pas, etc., quoi. Et dès le départ, de rentrer dans un bon mode de communication. Ouais. Ok, cool. J'irai voir ça. Bon, super. Tu avais d'autres remarques, d'autres questions? Bah non, moi j'ai un outil de plus, c'est bon. Bon, Ouais, cool. super, c'était très bien et clair. Bon, bah, je vous mets de toute façon le lien dont on a parlé là dans le mail. On va envoyer ça. Je pense que vos questions aussi, je vais les laisser. L'autre fois, je ne les ai pas laissées, mais là, je vais laisser vos interactions et vos questions et les réponses, tout ça, tous les échanges que ça a généré, parce que je pense que ce sera super intéressant aussi pour les gens qui vont regarder ça en replay. Ça leur donnera des clés supplémentaires. Merci aussi à vous pour cette interaction. Et puis, encore une fois, voilà, c'est là aussi, moi, je suis sur quelque chose de nouveau, mais je crois beaucoup et je suis très excitée, ça c'est un mot de jaune, par ce programme numérique digital là, qui ouvre fin avril. Donc, je me permettrai dans le prochain mail peut-être aussi de vous mettre le détail de ce qu'on va proposer. Si ça peut parler, voilà, si vous avez des gens où vous dites, tiens, ça pourrait l'aider, ça pourrait les aider à passer un cap, hein, à déclencher du chiffre d'affaires supplémentaire, de la croissance supplémentaire, eh ben, je vous remercie par avance de votre recommandation. Ça fera aussi du bien.